On attire les clients qu'on mérite. T'as une image de merde, t'as des clients de merde. Ce dernier épisode de la saison en plus, donc on clôture entre girls, ça va être trop bien. Morgane Tubiana, Brand designer et consultante en branding. une experte du branding qui crée des marques qui claquent. On va avoir une super apparence mais un produit de merde, mais dans tous les cas, ça va massacrer ton branding parce qu'on le rappelle, la marque c'est la perception qu'on a de toi. Donc. Bienvenue sur Brand Apart, le podcast des marques à part. Ici, on parle branding avec des pros qui partagent des conseils et des hacks pour créer et faire vivre des marques mémorables. Et pour visionner nos backstage, avoir le résumé du podcast et plein de conseils exclusifs, inscrivez-vous à la newsletter. On se retrouve chaque mois pour un nouvel épisode. Welcome back sur Brand Apart pour le 6e épisode. Et celui-ci, on a un concept assez interactif. On va répondre à des questions de la communauté, on va utiliser des cas pratiques et on va revenir sur le B.A.B.A. du branding. Donc, on va bien terminer l'année et être ready pour 2025. Les gars, branding, it's everything. On a avec nous une invitée spéciale aujourd'hui pour répondre à toutes vos questions et pour surtout vous apporter des conseils actionnables. Une experte du branding qui crée des marques qui claquent. J'ai nommé... Roulement de tambour. Morgane Tubiana. Merci beaucoup. Merci à toi. Comment ça va? Et bah ça va, je suis trop contente d'être là. Écoute, on est Trop ravis bien. de t'avoir sur ce dernier épisode de la saison. En plus, donc on clôture entre girls, ça va être trop bien. Est-ce que tu peux te présenter? Ouais, alors moi je suis brand designer et consultante en branding et concrètement mon métier ça va être de créer des marques pour des entrepreneurs qui ont envie de s'imposer et de vivre leur entrepreneuriat sans compromis avec les clients qu'ils veulent, les projets qu'ils veulent, voilà, tout ce qu'ils veulent, enfin voilà, selon leurs propres règles en gros. Ok. Ça, c'est pas mal. C'est comme nous, en plus. On est vraiment dans cette dynamique où on ne suit pas les codes, on crée ce qui nous intéresse, on va aller chercher vraiment ce qui nous anime, notre why. Et c'est assez cool, du coup, qu'on soit dans cette même dynamique. Exactement ça, ouais. Le but, c'est de sortir vraiment ce que tu as au fond des tripes pour l'étaler et qu'il y ait une cible, la bonne cible qui se reconnaisse dedans. Génial. Ce qu'on fait, c'est que cet épisode, on va vraiment essayer d'être le plus clair possible, d'apporter des conseils très pratiques pour l'audience qui nous suivent et qu'elle peut se dire, OK, est-ce que les filles, ce qu'elles ont dit aujourd'hui, je peux l'appliquer et je peux le mettre en application peut-être tout seul ou avec un accompagnant spécialisé, peut-être toi, peut-être nous, we never know, mais en tout cas, qu'ils comprennent clairement. OK? Du coup, Morgane, première question pour toi. Est-ce que tu peux expliquer le branding comme si j'avais 10 ans? Ok, bah, je pense d'abord que avant d'expliquer le branding, on va d'abord expliquer ce qu'est une brand ou une marque en français. Et donc, une marque, c'est tout simplement le feeling que vous envoyez en fait à votre cible ou à votre audience. C'est ce qu'elle ressent en fait à propos de votre service, de votre produit ou tout simplement de votre entreprise. Et donc, le branding, si je reviens au branding, c'est tout simplement tout le processus, tout ce que vous allez mettre en place pour façonner une image de vous dans la tête de vos prospects, de votre cible et de votre audience. Très clair. J'espère que ceux qui ont 10 ans et plus, vous avez compris. Parce que là, nous, on l'a répété déjà tout l'été, ça fait 200 ans qu'on le dit, c'est très simple. Et en plus, de toute façon, c'est comme si nous-mêmes, en fait, on est des marques. C'est-à-dire que est-ce que t'es sympa, est-ce que t'es bubbly, est-ce que t'es arrogant, enfin, tu vois, finalement, c'est tout ça. Nous-mêmes, on doit se marketer. Exactement. En fait, peu importe si tu envoies cette espèce de feeling à n'importe qui, il va forcément se faire une idée de toi. Ouais. Et cette idée de toi, c'est précisément la marque. Mmh. Et donc, j'ai envie de dire que le branding, c'est quelque chose qui est pas contrôlable parce que tu peux pas, en fait, contrôler ce que les autres vont penser de toi. Par contre, tu peux l'influencer. Et c'est ça notre taf, en fait. Je sais que moi, par exemple, quand j'ai lancé mon agence de branding, j'avais cette vision de me dire, en fait, j'ai pas envie de jouer le jeu du corporate, j'ai pas envie de jouer le jeu des autres, j'ai envie d'être moi et j'ai envie que chacun puisse assumer sa différence et qu'il soit pas moqué pour ça, en fait. Mm-hmm. Que justement, il en fasse une force et je suis venue, en fait, avec cette vision et c'est ça que j'essaye d'insuffler dans ma marque, en fait. Et ça va être pareil. À chaque fois, à la jeunesse d'une marque, t'as un fondateur avec une vision spécifique, en fait. Et par-dessus, on va ajouter des traits de personnalité. D'accord. Tu penses que du coup, la vision va de pair avec le branding? Tout à fait. Donc, si moi, je suis un jeune créateur, j'arrive, je veux juste gagner de l'argent, j'ai pas vraiment de vision. Tu penses que je pourrais quand même créer quelque chose ou ça va être un peu compliqué? Bah, je pense que ça va être un petit peu compliqué, à moins que tu répondes à un problème qui soit hyper douloureux. Je pense que tu peux t'en sortir quelque temps, mais que les gens sont pas dupes, en fait. Si tu as vraiment envie d'être une love brand et de dire, en fait, je vais vendre au-delà de mes produits, un peu comme on le voit avec Apple, bah non, il faut aller un petit peu plus loin que ça parce que sinon, t'es qu'une coquille vide. Donc oui, t'as certaines personnes qui vont t'acheter, mais je suis pas sûre que t'arrives à créer une marque mémorable, en fait. C'est vrai.
Et tu as utilisé le terme love brand. Et nous, on s'est rendu compte qu'on fait beaucoup d'anglicisme, et comme on connaît le jargon, est-ce que tu peux expliquer? Parce que les gens disent, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est une love brand? Après, love et brand, ça reste de l'anglais. C'est une love brand, pour moi, c'est juste une marque que t'aimes au-delà de ses produits. C'est limite, même s'il y a des trucs qui sont pas parfaits dans ses produits, tu l'excuses toujours parce qu'en fait, tu adores cette marque et que tu te reconnais dedans, en fait. Hello Apple! En fait. Voilà, Hello Apple, exactement. Toi, c'est la première marque Apple qui te vient quand on parle de love brand, ou t'en as une autre? On a toujours Apple comme exemple, mais moi, j'aime bien d'autres marques qui sont pas forcément connues. Par exemple, mon logo préféré de tous les temps, c'est celui d'Algeco. Je sais pas si vous connaissez. Non. On va essayer de je le vois pas. Je le vois pas. On va le mettre au montage. Incroyable, et c'est le domaine le moins sexy du monde. C'est le leader de la construction modulaire. D'accord. Truc aucun rapport. Oui, les préfabriqués, etc. Exactement. Qu'est-ce qui te plaît dans... En fait, c'est le fait que l'identité, en fait, qu'ils ont créé, déjà, chaque lettre, vous verrez, vous l'afficherez à l'écran, enfin voilà, chaque lettre du logo est construite selon un bloc, et donc qui rappelle ces fameux modules qu'ils vendent. Et puis surtout, c'est une identité qui a jamais vraiment évolué depuis des décennies et des décennies. C'est-à-dire que on ne sait pas exactement quand ce logo a été créé, on ne sait pas quand c'est venu, et c'est toujours d'actualité. C'est-à-dire c'est une marque qui ne répond pas aux tendances, en fait. Elle est intemporelle. Elle est intemporelle, et c'est ça que j'adore. Trop bien. Est-ce que moi j'ai une love brand? En fait, ce qui m'ennuie, c'est qu'on cite toujours les mêmes, mais parce que c'est tellement facile de les avoir en tête qu'elles ont fait le job à fond. Mais tu vois, tu as cette sensibilité où quand nous, on explique aux gens que dans le logo, il y a un choix de typo, il y a un dessin, il y a une subtilité, ils nous disent, on est folles. Les filles, c'est juste écrit en noir et c'est tout. Mais vous vous rendez pas compte. Qu'est-ce que tu penses, toi, des personnes qui chopent leur logo sur Canva? Comment dire? Je pense que déjà, au début, on fait avec les moyens du bord. Que le premier truc que tu as à faire avant de faire ton logo, et oui, je vends du branding et je te dis ça quand même, c'est de trouver ton market fit, de trouver la bonne offre pour la bonne cible. Très important. Tant que t'as pas fait ça, peut-être que c'est peut-être pas la peine de se prendre la tête avec ton logo tout de suite. Par contre, à partir du moment où tu as ça et que tu veux entamer, on va dire, une seconde phase de croissance, ou que tu as envie d'avoir un entrepreneuriat qui te ressemble plus, non, là, va falloir creuser en toi-même pour justement insuffler tout ce caractère dans ton identité graphique. Et donc là, tu comprends bien que c'est pas possible en reprenant ton logo dans une banque d'images de logos, en fait. Parce que ce sera pas du tout personnifié, alors que c'est quand même le but d'un fucking logo, quoi. Tellement. Mais ça, je suis contente que tu l'aies dit, qu'il faut qu'on trouve le product market fit. Donc vraiment, l'offre et la demande, c'est la rencontre. Est-ce que ce que tu proposes, est-ce qu'il y a un marché, est-ce qu'il y a un besoin? Parce que maintenant, voilà, on parle souvent de branding, etc. Et les gens voient tout de suite l'habillage et ils vont dire, bon, il faut que je sois de telle couleur, il faut que ce soit comme ci, il faut que ce soit comme ça. J'aime telle marque, il faut que ça ressemble à Fenty Beauty. Mais tu n'as pas les milliards de Fenty Beauty avec LVMH. Et du coup, tant que tu n'as pas répondu à un réel besoin, en fait, ça ne sert à rien de vouloir sauter les étapes. Le branding s'imbrique, en fait, c'est tout un écosystème qui fonctionne ensemble. Et donc, si tu ne vends rien, tu peux avoir une très belle vitrine, mais tu vendras quand même Exactement. rien du tout. Je pense que là-dessus, en fait, t'as deux cas de figure. T'as les gens qui, justement, vont avoir un super produit, mais une apparence de merde. Et dans ce cas-là, ça devient invisible, en fait, parce que le fond et la forme se nourrissent l'un de l'autre là-dessus. Ça, c'est évident. Et de l'autre côté, t'as le cas où t'as dit toi, c'est-à-dire qu'on va avoir une super apparence, mais un produit de merde. Mais dans tous les cas, ça va massacrer ton branding, parce qu'on le rappelle, la marque, c'est la perception qu'on a de toi. Donc, si tu as un produit qui est pourri, mais que tu as une belle apparence, la bonne perception, elle va durer 5 minutes. Les gens, ils sont pas cons. Et si tu as l'inverse, ton produit va simplement devenir invisible, ou alors les gens vont avoir du mal à l'acheter, à le choisir, parce que il n'inspire pas confiance. Français. Merci Morgane. Merci Morgane. L'épisode est fini, on peut y aller. On va aller peut-être sur un cas pratique. Comme ça, on va pouvoir apporter des réponses. Donc, on a eu beaucoup de questions, vu qu'on est sur les réseaux sociaux. Et à chaque fois, on nous pose des questions, etc. On a essayé de rassembler un maximum et d'avoir une réponse qui pourrait répondre, en tout cas, une solution qui pourrait répondre à beaucoup de demandes. Donc, on a, 2-3 cas pratiques, des questions. On va y répondre et on voit ce que ça dit. Okay. Ça marche pour ça? Allez, let's go pour le jeu. En plus, je tiens à ajouter, comme c'est la fin de l'année, au moins ça permet aux personnes de commencer l'année sur de bonnes bases, une nouvelle base. Donc, écoutez bien. Oui, ma caméra. Écoutez bien.
Donc, premier cas pratique. Alors, Raphaël a une start-up dans la tech spécialisée dans la cybersécurité. Son sujet est sérieux. Et pour lui, il a besoin d'être crédible. C'est vraiment un élément essentiel. Est-ce que se pencher sur son branding est vraiment nécessaire dans son cas? Prenons l'exemple de Raphaël pour qui la crédibilité est primordiale dans le secteur de la cybersécurité. Il faut savoir que la crédibilité, ça repose sur une seule et unique chose, c'est la confiance qu'on inspire. Et justement, c'est là que le branding entre en jeu parce que c'est lui qui permet de créer cette confiance. Donc sans ça, en fait, les gens risquent d'avoir un petit peu peur d'acheter chez toi, Raphaël, parce qu'ils n'auront tout simplement pas confiance en toi. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, on achète tous avec nos émotions. Donc oui, le branding est primordial pour toi, même si tu es dans un secteur sérieux. Si Raphaël n'a pas forcément envie de se montrer dans sa stratégie, tu penses que c'est possible pour lui quand même de fédérer une audience? Tu parles qu'il a pas envie de se montrer en mode de personal branding, exactement. C'est ça, de montrer sa personne? Bien sûr. En fait, il peut tout simplement créer une marque corporate qui va être puissante. Et d'ailleurs, c'est ce que je lui conseille parce qu'on sait que je fais une aparté, mais quand on fait du personal branding et qu'on base toute l'image de sa boîte sur sa personne, ça pose un problème à la fin parce que on est, nous, humains, faillibles. Et donc, si on veut construire quelque chose de pérenne, il vaut mieux le faire sur des choses qui sont plus solides que nous. Parce que s'il se passe quelque chose, forcément, la boîte, à un moment, elle perd un petit peu de sa valeur. Et on a des exemples qui vont dans ce sens. Par exemple, je ne sais pas si vous avez connu Germinal à l'époque. Oui. Ouais, et Grégoire Gambato, qui était le CEO, il avait tout fondé, en fait, vraiment tout était fondé sur son image. Et à partir du moment où il est parti de la boîte, on ne sait pas trop pourquoi, en fait, on n'a plus jamais entendu parler de Germinal. Et même, on sait qu'à la revente, une boîte basée sur le personal branding, elle perd environ 30% de sa valo. Donc, c'est bien, c'est un levier, le personal branding, mais c'est dangereux de tout faire reposer dessus. Donc, si Raphaël, il n'a pas envie de se montrer, je reprends Raphaël, parce que le pauvre, ça fait longtemps que je l'ai oublié. S'il n'a pas envie de se montrer, ça marche très très bien. Il y a 1000 façons d'humaniser sa marque. On peut notamment utiliser des archétypes de marque. Donc ça va être des espèces de personnages, en fait, des personnalités, en fait, communes. Par exemple, le rebelle, le mec qui est hyper joyeux, qu'on pourrait je pense que chacun de nous, on connaît une personne qui ressemble à un archétype. Et donc, pour personnifier sa marque sans personal branding, on peut se servir d'un archétype avec laquelle on va le faire matcher et on peut aussi faire plein de choses, genre par exemple faire des vidéos UGC, recruter des gens pour montrer de l'humain mais qui ne soit pas le CIO. Ce qui est important par contre, c'est que ce soit la vision du CIO. Maintenant, l'humain qu'on monte derrière, s'en fout un peu. N'importe qui. Ouais. Exactement. Donc si là, Raphaël, il dit bon, ok, très bien les filles, Morgane, tu m'as convaincue. C'est quoi l'impact concret si là j'investis dans mon branding pour moi? C'est quoi l'impact concret? À quoi ça va te servir? C'est ça? Qu'est-ce que je vais voir comme résultat si là j'investis dans mon branding? Là, tu me parles du ROI du branding. Dites-nous ce qu'est le ROI. Du branding. Le retour sur investissement du branding. Alors, vu qu'on est sur une question de perception, c'est super dur en fait de calculer un vrai retour sur investissement chiffré du branding. Franchement, ça dépend des boîtes parce qu'on n'est pas sur des maths, on est sur de l'émotionnel en fait. Donc, c'est pas facile. Mais par contre, il y a quand même des petites choses même des grosses choses, j'ai envie de dire, qu'on peut traquer. La première chose, si un entrepreneur bosse son branding et le bosse bien, il va voir que son taux de conversion, il va augmenter parce qu'il aura beaucoup moins de mal à closer. Les gens lui feront plus facilement confiance. Donc là où il closait, je sais pas, 1%, je dis n'importe quoi, 20% des personnes, et là, il va, je sais pas, en closer 40 parce que ce sera beaucoup plus facile. La deuxième chose, ça va être sur vraiment la valeur perçue. Il va pouvoir augmenter ses prix sans que ça fasse sourciller en fait, parce que justement la valeur perçue de sa boîte ira dans le bon sens. Ça va être la deuxième chose. Et puis je pense que le principal sujet, ça va être vraiment au niveau de la transformation des prospects. Je commençais déjà à en parler, mais je sais pas vous, mais en tout cas moi j'ai vu que beaucoup d'entrepreneurs investissaient dans leur acquisition. On cherche toujours à avoir plus de prospects en fait, et donc on va faire venir cette masse de prospects vers nous, sauf que la réalité, derrière cette masse de prospects qui vient, c'est que la transformation, elle est de l'ordre de 1%. Et donc, le branding, quel jeu il va avoir à jouer? Il va pas t'amener des prospects comme ça. T'investis pas dans un truc qui t'amène plus de clients. En fait, t'investis dans la transformation. Là où tu closais
1%, tu avais 1% de transformation, et au fur et à mesure du temps, tu vas en avoir 3, puis 5%, puis 10%. Un petit peu, en fait, de la même façon que vont fonctionner des intérêts composés, en fait. C'est vraiment une valeur qui va se cumuler dans le temps, et c'est comme ça, selon moi, qu'on peut calculer le ROI du branding. Top. Sachant que c'est un travail de fond d'aller chercher tout le temps des nouveaux clients, etc. C'est énergivore. C'est du sport. Alors qu'en fait, faut se le dire. C'est épuisant, mais quelle flemme. C'est du sport. Vraiment, le Saint Graal, c'est tu prospectes plus en fait. Ouais. On vient te voir. On vient te voir, on te démarche, je vous veux. Et en fait, le branding, c'est ça. C'est que tu es tellement sexy et qu'on se dit, mais en fait, il faut absolument que j'aille chez X. Il faut que j'achète chez toi. Et en fait, les marques de luxe, en plus, elles le font très, très bien parce que... Bien sûr. Voilà, il y a des... Vous avez pas vu, là, il y a un nouveau portefeuille, la fille qui revient surtout à la mode. Un portefeuille chips. C'est le... Là, ça y est, là, tu m'as perdu. Un portefeuille paquet de chips. C'est le dernier portefeuille de Balenciaga. Et en fait, on dirait un paquet de chips froissé. On dirait un paquet de chips Lay's. C'est entre le sac Ikea et on sait pas tout. Je pense qu'il a repoussé aussi. Oui, voilà, tu vois. Et en fait, c'est que ça. Mais la valeur perçue, parce que tu te dis, si je porte ça, je fais partie de. Et en fait, eux, ils ont plus rien à faire alors qu'ils savent très bien que. Ils s'amusent, hein. Ils s'amusent bien. C'est la différence entre se vendre et se faire acheter, en fait, tout simplement. Mais après, justement, moi, les exemples comme Balenciaga et tout, j'aime pas, parce que je trouve que ça donne une mauvaise image, tu vois, du branding, parce que tu te dis, ouais, là, ils nous ont fait un paquet de chips, je sais pas ce qu'ils nous ont fait, et on va l'acheter parce que c'est la marque, ok, on a la preuve que le branding marche, mais derrière, du coup, t'as des gens qui vont se dire, en fait, le branding, c'est juste du bullshit, c'est juste, voilà, la marque que t'achètes, et on peut te vendre n'importe quoi derrière, alors que, tu vois, moi, j'ai pas cette vision-là. Après, je pense que c'est parce que c'est la mode. Je pense que c'est vraiment aussi parce que c'est l'univers de la mode et que parce que là c'est trendy et t'as des marques qu'on connaît pas du tout qui fonctionnent très très bien où le consommateur a une attache particulière parce que c'est des matières de qualité, parce que c'est un travail, c'est un savoir-faire. Il y a beaucoup de marques de luxe qu'on connaît pas forcément. Là c'est parce que Balenciaga a été mise en avant parce qu'elle a travaillé ou collaboré avec Kim Kardashian ou avec des gens qui étaient hyper visibles. Mais en tout cas en soi c'est de dire que le branding en tout cas, te donne ce sentiment d'aller acheter, alors que ça peut être vraiment vilain ou vraiment moche et ça n'a aucun sens, mais en tout cas, tu te sens faire partie de quelque chose. Et donc, je comprends quand tu dis que c'est à double tranchant, parce que moi, je l'achèterai jamais, ça n'a aucun sens. Mais en tout cas, tu peux mesurer que plus facilement, les gens vont acheter chez toi ou vont te suivre parce que ils se sentent, ils se reconnaissent dans ce que tu proposes. C'est ça, c'est une part de leur identité. Comme moi là aujourd'hui, je porte mon magnifique t-shirt Iron Maiden. Yeah. J'adore. Voilà. Et c'est parce que c'est une part de mon identité, tout simplement. Je me reconnais dedans et c'est pareil en fait pour toutes les marques. Maintenant, quand je dis que je suis pas trop ok avec les marques type Balenciaga, c'est vraiment moi, mon avis personnel. Je pense qu'on peut faire des choses beaucoup plus profondes en fait avec le branding et beaucoup plus authentiques que ça. Et moi, c'est ma vision. Ouais. Mais c'est vrai que dans tous les cas, ok, ce genre de marque, bullshit marketing, voilà, nous montre que ça marche quand même. Ouais. Après, si on veut trouver une belle marque qui a une vraie vision et qui a mis en place des vraies choses avec de la vraie profondeur, Patagonia. Ouais. Patagonia, c'est une belle marque avec un vrai engagement autour de la planète et ça avant qu'il y ait le greenwashing qui entre en place. Et du coup, tout ce qu'ils ont mis tout ce que la vision en tout cas du fondateur depuis le lancement reste la même. Et en fait, à partir du moment où tu achètes un vêtement chez eux, c'est timeless en fait. Tu l'as à vie et s'il y a un trou, tu le renvoies. Soit ils te le reconfectionnent, soit ils t'en donnent un nouveau. Mais en tout cas, cette dimension de on consomme sur le long terme et donc qu'on respecte la vision du fondateur avec tout ce qui est mis en place. Et ça, tu vois, je trouve que c'est du vrai bon branding. En tout cas, j'espère qu'on a répondu à la question de Raphaël. En plus, il a eu quand même un début de stratégie. Merci Morgane. On va le faire payer, Raphaël, bientôt. On va envoyer sa facture. Voilà. Deuxième cas. Cette fois-ci, c'est une demoiselle, Léa. Donc, elle va lancer une marque de compléments alimentaires pour les femmes enceintes. Merci Léa de penser à toutes les baby mamas. Et donc, elle est focus sur le développement de son produit, donc tout ce qui est R&D, donc recherche et développement, ce qui prend du temps. Du coup, elle se pose la question, par quoi dois-je commencer pour un bon branding et quand est-ce que je dois savoir que c'est le bon moment pour moi d'y aller ? Alors Léa, du coup, je pense qu'on a déjà donné un élément de réponse dans la première partie de l'épisode. C'était le fait qu'il faut qu'il y ait un product market fit. Là, tu me dis que Léa, elle est encore en recherche et développement. Moi, je pense qu'à sa place, j'attendrai d'avoir un client. Déjà, c'est la première chose, d'avoir des clients.
Au moins un, parce que si on vend une fois, ça veut dire qu'on va vendre d'autres fois, mais c'est la première chose que je ferai pour m'assurer qu'en fait, le produit a sa légitimité sur le marché avant d'investir dans l'image, en fait. Il faut d'abord que le produit fonctionne. Okay. Parce que tout repose sur lui. Donc ça, c'est vraiment le premier truc que je ferai. Et à partir du moment où on a le produit, là, par quoi commencer? Tout simplement par la stratégie de marque et notamment son positionnement de marque. Et là, c'est quoi? Vous allez me dire, ouais, c'est quoi un positionnement de marque? C'est quoi un positionnement de marque, Morgane? C'est tout simplement la proposition de valeur unique que vous faites à votre cible. C'est votre différenciation. Et c'est un truc qui est tellement fort, enfin vous le savez, quand vous l'avez, vous le savez, vous attirez les bons prospects, les gens ils vous comprennent tout de suite, et surtout votre cible elle pense qu'il y a vraiment aucun substitut à ce que vous faites. Donc moi c'est le premier truc que je ferais parce qu'en fait cette différenciation, tout découle de là. La partie graphique, la partie textuelle, même si vous avez la partie sonore, l'expérience, peu importe, tout découle de ce positionnement de marque qu'on va essayer de catalyser dans une identité graphique et dans tous les aspects différents de votre identité de marque. Donc voilà par quoi je commencerai, en tout cas si j'étais Léa. Et est-ce qu'on peut ajouter une petite chose pour Léa? Ouais. Jeune entrepreneur, et c'est une question qui revient souvent. Combien dois-je investir dès le début? Parce qu'aujourd'hui, on voit un petit peu de tout. Tous les prix existent, etc. Très compliqué de chiffrer parce que tu peux trouver 5 € sur Fiverr et puis tu peux trouver une boîte qui te demande 7 000 € par mois. Elle est encore dans sa R&D. Elle va avoir son produit qui va être lancé. Partons du principe qu'elle va faire un client là en janvier 2025. Avec quelle enveloppe elle devrait se présenter pour commencer? Alors, ça dépend ce que tu mets dans l'enveloppe. Et quand tu me dis, ouais, il y a plein de prix, j'ai envie de te dire, ouais, il y a plein de prix, mais en même temps, il y a plein de qualités de prestations différentes. Là où tu me parlais de Fiverr, où le mec, il va passer une demi-heure sur ton logo, qu'il n'aura pas creusé vraiment à l'intérieur avec ton logo, peut-être il va être mignon, tu vois, mais tu vas le garder 6 mois, et puis tu vas le refaire. Donc, il y a ce truc-là. Donc, il n'aura pas creusé, tu vois, vraiment à l'intérieur, il va juste faire un truc comme ça, random. Il va peut-être utiliser des éléments qui sont déjà existants sur le marché, qu'il va modifier vite fait. Là, dans ce cas-là, on n'a pas beaucoup de valeur. Contrairement, je sais pas, à moi, ce que je fais chez Clack, où j'ai, pour une identité graphique, j'en ai pour 2 mois et demi de boulot. Chaque lettre de chaque logo est faite à la main pour représenter le positionnement de marque. Donc, on n'est pas déjà... Tu vois, c'est vraiment, il y a tout type de prestat pour tout type de prix, en fait. Après, qu'est-ce que tu entends par commencer? Tu parles de stratégie de marque ou tu parles d'identité graphique? Alors, Léa va pas parler de stratégie de marque ou de stratégie graphique. Elle va nous dire, je veux un logo. Mais on va lui dire que non, ça commence pas par là, notre petite Léa. Donc, il faut une stratégie avant d'avoir le sommet de l'iceberg. Mais en tout cas, c'est la question qui revient souvent. Combien dois-je investir? Mais nous, on répond souvent, ça dépend aussi de tes ambitions et de la manière dont tu vois les choses pour ton entreprise. Est-ce que tu veux construire un petit cabanon mignon ou est-ce que tu veux l'Empire State Building? Et du coup, tu n'investis pas de la même façon. C'est la Twingo ou la Ferrari. C'est ça. Exactement. Mais en fait, je dirais que chez les freelances juniors, alors moi, je vais inclure stratégie de marque, donc tout ce dont j'ai parlé, donc avec le positionnement, plus identité graphique. Et quand je dis identité graphique, entendez-moi bien, c'est pas un logo. Oui. Parce que un logo, les gars, c'est 10% du taf. Voilà. Il y a une identité graphique, c'est tout un univers qui est propre à une marque. Et donc, moi, pour chiffrer tout ça, en tout cas, chez Clack, on est plutôt aux alentours des 10K, 11K, 12K, ça dépend de ce qu'on fait. Mais voilà, en tout cas, pour faire toutes les briques et pour avoir, l'Empire State Building. Parce que non, la Twingo, ça nous va pas. Non. On n'est pas OK du tout avec les Twingo, là. Voilà. Très clair, Léa. J'espère qu'on a répondu à ta question. Et toutes les personnes qui se retrouvent dans la même situation que Léa, travaillez d'abord votre produit, trouvez un client et ensuite vous venez soit voir Morgane, soit nous voir, soit on va faire un combo, on va travailler tout ensemble et vous faire des marques qui claquent. Exactement. Et je pense qu'au niveau des prix, t'as de tout. Hein. Ouais, c'est ça. T'as soit les freelances juniors qui vont te prendre peut-être 2500 pour une identité graphique, jusqu'à des agences qui vont te prendre vraiment 30K. Et je pense qu'il faut se renseigner au-delà de se renseigner sur le prix, faudrait se renseigner sur le degré de personnalisation, en fait, de l'identité graphique. Parce que oui, il y a des degrés de personnalisation.
Merci. Très franco-français. J'aime beaucoup, Morgane. Et puis en plus, on se comprend, donc c'est facile parce qu'on sait de quoi on parle. Et là, ce qui est vraiment important, c'est qu'on réussit quand même à bien simplifier. Parce que d'habitude, quand on est entre nous, on est dans notre jargon, etc. Là, c'est vraiment simple. Et toutes les personnes qui clôturent l'année et qui vont démarrer 2025, elles vont savoir comment ça se passe. Génial. Voilà. J'espère. Alors, j'espère que, petit aparté, on va pas se faire... démarcher entre guillemets, je veux un logo. Là, je veux vraiment que vous venez avec des demandes très spécifiques si jamais vous venez nous voir et que vous savez où vous voulez aller. Et ils ont écouté. Normalement, ils ont écouté les conseils de Morgane. Vous avez déjà écouté les autres épisodes. Là, on a vraiment pris le temps. C'est vraiment le B à bas du branding. Donc après, ne vous faites plus avoir. Ne dépensez pas votre argent sur Fiverr. Et ensuite, parce qu'en fait, finalement, on se dit c'est 500 €. Mais quand tu multiplies ça par 5... oui, parce que tu le refais tous les ans et puis surtout, ça n'a pas le but escompté en fait. Ça n'a pas l'impact escompté. Parce que qu'est-ce que tu vas foutre avec un logo qui est fait sur Fiverr en fait? Quelle perception tu vas donner? C'est ça notre but. T'es jamais aligné avec ton logo, il est pas aligné avec ta vision, avec ce que tu veux vraiment dégager. T'auras un problème. Tu auras sûrement un joli truc, mais sûrement une coquille vide aussi en fait qui va toucher personne. Et si on touche personne, pas de vente. Exactement. Troisième cas pratique. On a Amina, chef d'entreprise depuis 10 ans, qui a 5 salons de coiffure. Sa marque est déjà bien implantée, elle a ses clientes, ça tourne très bien. Mais elle ressent peut-être l'envie de changer, mais elle a un petit peu peur. Est-ce que ses clients vont toujours la reconnaître, vont toujours se sentir alignés avec sa marque? Ou faut-il vraiment qu'elle évolue avec son temps et qu'elle change son branding? Je pense que là, il y a plusieurs questions. Oui. Attendez, je vais parler pendant 4 heures là. Amina, on va t'appeler. Voilà, je pense que je vais lui téléphoner. Ce sera mieux. Voilà. En fait, il y a plusieurs choses. De façon générale, une marque, quand elle est bien faite, on ne la change pas. Elle est intemporelle. Okay. Maintenant, j'imagine le cas où, je sais pas, Amina n'avait pas toutes les données nécessaires pour travailler sa marque à l'époque. Et donc, elle a lancé un truc comme ça, comme elle pouvait, avec ses connaissances, comme le font beaucoup de personnes. Et donc là, je dirais qu'il y a certains cas où c'est nécessaire de refaire. Par exemple, si tu sens, Amina, que ta marque, elle est pas du tout alignée avec toi-même. T'es pas fière, de la montrer. Tu le donnes, ton truc à tes clients, mais c'est pas... Voilà, t'as pas ce truc-là où t'es fier de ta marque. Si t'es pas fier de ta marque, tu vas pas pouvoir insuffler ta passion, en fait, à ta cible. Et donc là, ce serait nécessaire de le changer parce que, je répète, une marque, c'est censé être ta vision en puissance. C'est pas un fardeau que tu portes, en fait. Donc ça, ce serait le premier cas. Le deuxième cas, ce serait quand ta marque, elle a été construite et basée sur des tendances qui sont éphémères. T'as vu un truc joli, graphisme sympa, etc. Tu t'es basé dessus, t'as tout construit dessus. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, ton machin, il est passé de mode. Et vu que ton machin, il est passé de mode, on n'a plus la bonne réception en face. Et donc, du coup, là, on est obligé de refaire aussi. Je pense que c'est surtout ces deux cas-là. Ou alors, il y a un troisième cas, c'est que t'attires à toi que des mauvais clients. C'est-à-dire les clients qui sont cheap, qui te négocient, mec qui t'emmerde, quoi. Voilà, ils t'emmerdent. Et ces gens-là, ils viennent parce que t'as une image de merde. C'est dur, hein, mais c'est la réalité. On attire les clients qu'on mérite. T'as une image de merde, t'as des clients de merde. Il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas... Voilà, à chercher beaucoup plus loin. C'est simple. Il n'y a que ça. Et je pense que voilà, c'est ces cas-là. Et ensuite, pour répondre à ta deuxième question, est-ce que mes clients vont se reconnaître dedans? En fait, un rebranding, quand c'est bien fait, ça sort de tes tripes, donc tu peux qu'en être fier. Et justement, tes meilleurs clients, se disent putain, c'est pour le mieux. En fait, j'ai upgrade, c'est pas j'ai changé juste pour changer et personne ne se reconnaît. Non, c'est pas ça, c'est j'ai upgrade, quoi. Je suis plus haut, donc c'est que pour le bien. Et justement, les meilleurs clients, ils vont vouloir faire la route en fait avec toi, quoi. Alors Amina, n'hésite pas à glow up, à upgrade si tu sens que t'es plus aligné avec ton image de marque, c'est important. Voilà. Est-ce que c'était notre dernier cas pratique? Oui. On a quand même bien donné dans nos 3 cas pratiques, on a répondu à de nombreuses questions problématiques. Donc c'est Raphaël, Léa, Amina et tous les autres. Vous avez déjà eu beaucoup d'informations et je pense que vous pourrez du coup évoluer, appliquer dans votre business ou alors nous contacter si besoin. De toute façon, on est là pour ça.
Du coup, sujet branding, on continue. Donc là, c'est des exemples un petit peu concrets parce que toi, tu bosses déjà avec pas mal de marques, avec différentes entreprises, petites, grandes, moyennes, différents secteurs. Est-ce que tu pourrais nous partager, toi, un branding que tu trouves vraiment réussi et que tu trouves que voilà, la vision, elle est belle et que le message est bien transmis et qu'il y a une belle valeur derrière? Belle valeur, je sais pas, mais en tout cas, si je dois te donner l'exemple d'un branding réussi, j'ai parlé d'Algeco tout à l'heure. Je viens de la construction modulaire que j'adore et j'adore cette vision, ça me fait kiffer. Mais là, je vais parler d'un truc un sujet un peu plus léger. Je sais pas, je pense que vous avez tous vu ces pubs sur Facebook de Boku, là, les toilettes japonaises. Mais c'est génial! C'est absolument génial! C'est ça. Et pourquoi c'est trop bien? Alors, c'est pas des belles valeurs, on s'en fout, mais en fait, ce que je trouve super là-dessus, c'est que les mecs, tu vois leur com', ils ne font comme personne. Il y a des jeux de mots osés partout, ils font de la vidéo, genre ils rappent sur leur truc. C'est pas que c'est n'importe quoi, c'est juste que la différence avec les autres marques, c'est qu'ils vont au bout de leur truc et qu'ils assument, et c'est ça que je trouve beau en fait, c'est de se dire ces mecs là ils assument et c'est pour ça que ça marche en fait. Donc là-dessus j'aurais dit eux. Après j'ai un autre exemple mais du coup qui est pas du tout connu vu que c'est un de mes clients, c'est une agence d'architecture que j'ai eu comme client il y a 2 ou 3 ans je pense, qui s'appelle Merci, du coup coucou si vous me voyez. Moi je connais Simon. Je les ai vus sur LinkedIn et j'ai envoyé un message parce que je dis j'aimais beaucoup ce qu'ils faisaient, je les connais pas du tout mais je savais pas que c'était toi non plus donc voilà c'est moi. C'est moi derrière et je les adore, donc s'ils me voient, coucou Simon et Meryl. Et donc eux à la base ils avaient vraiment des clients qui voyaient pas en fait la valeur de ce qu'ils pouvaient leur proposer. Ils voulaient faire des projets de ouf et ils avaient des clients qui venaient les voir pour leur demander est-ce que tu peux refaire vite fait ma salle de bain. Tu vois, c'était ce genre de truc et donc fallait vraiment qu'on monte en gamme, c'était ça notre truc, et qu'ils puissent vraiment s'affirmer parce qu'ils ont du talent en fait. Et donc on a bâti tout un positionnement qui est basé sur la dualité, parce qu'il faut savoir que c'est un couple, mais que tout leur truc est basé sur la dualité. Et en fait ça, ils l'ont tellement ressenti fort, ils l'ont tellement, je sais pas, pris à cœur, que tout ce qu'ils font maintenant, tout est basé là-dessus. Et dites-vous, ils ont été tellement loin dans leur délire qu'ils ont même sorti une ligne de meubles avec les éléments que tu peux séparer, qui sont basés en fait sur cette histoire de dualité. Et c'est pour ça que ça marche pour eux. Nice. Aujourd'hui, en fait, ils ont compris qu'ils étaient plus qu'une agence, ils sont une marque en fait. Et donc c'est comme ça qu'ils ont pu augmenter leurs tarifs, qu'ils ont pu faire aujourd'hui, vivre cet entrepreneuriat dont ils avaient toujours rêvé en fait. Belle réussite. Donc belle réussite. On aime Merci franchement. Avec un S. Ouais, merci avec un S. Meryl et Simon du coup. C'est beau ça. On prend, en plus c'est bien parce qu'on prend souvent les mêmes exemples, alors que là toi tu as des cas concrets avec tes clients. Algeco, franchement je m'y attendais pas, donc je trouve ça très bien. Non mais il faut qu'on mette le logo, tout le monde va savoir de quoi il s'agit, mais en tout cas c'est très bien parce qu'au moins on comprend comment est-ce que les choses peuvent être mises en place, comment est-ce qu'elles peuvent être pérennes, et puis surtout en fait on a le droit de changer. C'est pas si on s'est trompé, si on n'était pas sûr, et puis on évolue aussi avec le temps, donc c'est bien de se dire voilà, je suis arrivée, voilà ce que j'ai mis en place, aujourd'hui je vois les choses différemment, et puis j'avance, et puis je peux modifier, et puis surtout je me fais accompagner par une personne dont c'est le métier, c'est le métier et c'est l'expertise pour justement faire les choses bien et atteindre les objectifs, donc moi je suis contente. Et comme tu l'as dit Morgane, c'est très important d'être fière de sa marque. Quand tu es fière de ta marque, tout ce que tu vas mettre en place, ça va s'amplifier. Voilà. Ouais, parce que t'es tellement fière, tu vas rayonner en fait le truc, et ce rayonnement, en fait, les gens le sentent, tu vas véhiculer des émotions avec. Et c'est comme ça en fait derrière que même un produit lambda, c'est triste à dire, peut se transformer en produit magique parce que il y a le rayonnement d'une vision derrière. En fait. Est-ce que tu as d'autres exemples de réussite à travers ton agence que tu voudrais mettre en lumière? Ou d'exemples un peu plus concrets, avec chiffrés, si tu as. Alors, mais je peux te donner l'exemple chiffré de Merci déjà, si tu veux. J'avoue, j'ai pas parlé de chiffres, mais je sais que au bout d'un an, donc ils ont charbonné. C'est pas juste on a changé d'identité et hop, bam, résultat. Non, pas du tout. Ils ont vraiment communiqué derrière et ils ont divulgué cette identité de partout. Voilà, ils l'ont communiqué. Et je sais qu'au bout d'un an, ils ont pu augmenter leurs tarifs fois 4 ou 5.
Non, x4. Tarif x4 et du coup, chiffre d'affaires x5 sans prendre plus de clients en fait, juste en augmentant leurs tarifs et en allant taper une cible différente. Après, les autres clients que je suis, par exemple, j'ai une consultante RH et je sais que en 6 mois, elle était plafonnée parce qu'elle est toute seule en fait. Et elle était plafonnée à 55K de chiffre d'affaires annuel. Ça bougeait pas. Et je sais qu'au bout de 6 mois, après avoir changé d'identité, elle était déjà à 74. Et donc, voilà, là-dessus, on a eu des beaux résultats. Et après, bon, je vais pas vous faire le cas de tous mes clients, mais je sais que je les suis d'année en année et que j'ai noté de manière générale une augmentation de 27% du chiffre d'affaires. Voilà, si je dois chiffrer, pour le coup. Ok, merci. Donc, comme quoi le branding, hein, c'est pas qu'une question de c'est joli. Non, c'est aussi une question de transformation. Voilà, c'est transformation, exactement. Voilà, si on veut arrêter d'investir dans l'acquisition pour rien du tout, de chercher des nouveaux prospects qui iront à la poubelle, pour pas les mettre à la poubelle, on investit dans son branding, comme ça on les transforme plus facilement. Exactement. Merci Morgane. Merci beaucoup, parce que franchement, on le dit, on le répète, mais d'avoir des personnes qui comprennent surtout ce qu'on dit et aujourd'hui qu'on prenne le temps de l'expliquer, de vous dire qu'il faut trouver donc le bon produit, le bon service avec la bonne cible qui a un réel besoin, ensuite de travailler sur sa marque et de la travailler de fond. Et en fait, c'est tout un travail qui ne termine jamais et c'est cyclique. Et après, on va gagner de l'argent, les gars. Chiffre d'affaires. Toujours ça. Trop bien. Alors Morgane, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Eh bien, déjà sur LinkedIn, où je communique beaucoup, à mon nom, Morgane Tubiana. Aussi sur mon site internet, claqueyourbrand.com et sur Instagram, @claqueyourbrand. And if you don't know, now you know. Merci d'avoir écouté Brand Apart. Envie de découvrir les coulisses du podcast ? Rejoignez notre newsletter. On vous enverra des outils et des conseils exclusifs pour amplifier votre marque. Et si vous avez kiffé l'épisode, n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles. Et de le partager à quelqu'un qui en a besoin. À bientôt pour un nouvel épisode.